Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Eh ben voilà, on est ensemble, c'est cool. J'avais envie de dire merci aux journalistes, mais on me coupe la parole ce matin. Salut l'ami Jean-Luc. Comment ça va? Ben ça va plutôt bien. Alors, une émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque on va l'assumer. Non, mais on a trop couru. Voilà, on a trop couru depuis un an, donc on va moins courir. Voilà, maintenant. on a décidé on va prendre tous un les peu deux. plus de temps, donc on va se faire un petit sommet rapide. Dans notre rendez-vous sécurité, Laurence, on va parler des fameux détecteurs de panneaux qui vous indiqueront la limitation de vitesse. Qui sera responsable en cas de verbalisation? Exactement, ce que je veux vraiment dire, c'est que voilà, on va avoir du temps aussi pour vous, au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir nous retrouver, parce que c'est vrai qu'avant on courait tellement qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit on n'ose pas vous appeler, on ne sait pas si on peut passer. Alors, il y aura un petit moment à la demi aussi pour les questions que vous allez nous poser sur Facebook, donc vous n'hésitez pas à vous poser des questions. On a Lionel Robert avec nous, qui est l'organisateur des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. On annoncera tout à l'heure les résultats en rentrant un peu plus dans le détail, puisque vous l'avez déjà fait hier matin, mais là cette fois on va détailler un peu plus. Donc si vous avez des questions à les poser également, vous n'hésitez pas. Je suis déjà sur la page Facebook de Sud Radio où nos visages apparaissent. Heureux d'être à votre compagnie. Allez, Sud Radio, on parle auto, nouvelle version juste avant les fêtes. Moi j'aime bien. C'est parti, c'est maintenant. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et on va commencer déjà avec une question qui a un rapport direct avec la sécurité. C'est une question de Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour Maître, bonjour Jean-Luc. Ma question est simple, c'est que le 1er juillet 2023, les voitures vont devoir avoir un système d'automatisme de lecture de panneaux. Et alors Benoît, c'est 2022 pour les véhicules nouvellement homologués et 2024 pour tous les véhicules neufs qui seront mis en service. D'accord, voilà. Alors donc ma question, c'est quelle est la responsabilité en cas d'infraction? Mais c'est une excellente question. C'est une excellente question et pour y répondre, on a avec nous Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Rémi. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bonjour. Excellente question de Benoît, parce que quand je vous ai appelé pour vous demander ce que vous en pensiez, vous m'avez dit c'est une bonne question, je vais me pencher sur ça. À partir du moment où c'est un dispositif qui devient obligatoire, réglementairement, ça change quoi ? Alors, il faut bien d'abord comprendre le périmètre de fonctionnement de ce dispositif, et bien comprendre surtout que si les véhicules vont être dotés de ce dispositif, le conducteur aura toujours la possibilité d'éteindre le système, quand bien même ce système sera par défaut actionné lorsque le véhicule sera démarré. D'accord, oui, vous démarrez automatiquement, le système est en route et vous pouvez le désactiver, comme beaucoup d'aides à la conduite aujourd'hui, en particulier go, en fait. le maintien dans la file, le stop and start, qui n'est pas une aide à la conduite, mais on peut le déconnecter une fois qu'on a démarré, effectivement. Exactement, voilà, donc ça c'est important pour dire que effectivement le conducteur a toujours la main et peut reprendre la main sur le dispositif. Alors la question, en fait, elle est même multiple, c'est est-ce que je peux dégager ma responsabilité en cas d'accident, en cas d'infraction, par rapport à un dispositif qui va être erroné ou qui va me donner une mauvaise information. Alors, parce qu'on a eu, Rémi, je précise pour les gens qui sont pas des fidèles toutes les semaines, et ils devront d'ailleurs copier des lignes pour s'en excuser, qu'on a eu le patron de TomTom qui était avec nous et qui nous expliquait que aujourd'hui, la fiabilité, c'est 95% sur l'indication de la vitesse, enfin en tout cas pour les données qui sont fournies par le GPS. Ça veut dire qu'on n'a pas 100%, puis on sait que même les caméras de lecture qui sont dans les voitures, si au moment où on passe devant le panneau, il y a un camion qui masque le panneau, la caméra ne va pas le lire, et si la vitesse est erronée sur les données du GPS, on va avoir effectivement une vitesse qui va s'afficher qui ne sera pas la bonne. Donc on est à 95%, ça veut dire que sur 5%, en fait on n'a pas d'indication de la vitesse limite sur l'axe sur lequel on circule. Voilà, exactement. Et 5%, ça peut paraître un chiffre très réduit, mais rapporté au réseau routier, ça reste relativement important, néanmoins, et peut-être même beaucoup trop. Alors, c'est notamment pour cela que ce règlement
européen prévoit la possibilité d'éteindre ce système lorsqu'il y a des avertissements erronés, des réactions non pertinentes du dispositif, des mauvaises conditions climatiques, des marquages routiers qui sont contradictoires. Tout cela est dans le règlement européen. Donc ça a été prévu. Maître Jossaume, je voudrais qu'on revienne à la question de Benoît, parce que je me pose la même question. Qui va être responsable? Je prends le PV, voilà. Si moi, par exemple, j'ai ce système dans ma voiture et que d'un seul coup, on me fait freiner et que j'ai un accident, qui est responsable, quel que soit tout ce que vous m'avez dit comme explication? Alors, j'ai pas une réponse certaine à la question parce que, bien évidemment, ce dispositif n'a pas été encore soumis à l'appréciation des tribunaux, mais on peut, par analogie, avoir une réflexion concernant, par exemple, les dispositifs qui existent aujourd'hui. Bon, très concrètement, on peut parfaitement envisager une responsabilité partagée lorsque l'on va pouvoir, en tant que conducteur, démontrer que le dispositif était actionné et a failli au moment, par exemple, de l'accident. On pourrait envisager parfaitement une cause exonératoire de responsabilité en cas d'infraction si l'on peut encore une fois démontrer que le dispositif était défaillant et nous a donné une mauvaise information au moment de la circulation par rapport aux règles de circulation. Ouais, c'est pas facile à prouver, quoi. C'est ça, ouais. Mais bien évidemment, et vous l'avez compris, en fait, tout va être dans la démonstration et dans l'apport de la preuve de ce que je vais vouloir démontrer devant un tribunal. Donc, ça veut dire éventuellement pouvoir accéder aux données techniques du véhicule pour, à un moment précis, déterminer que le dispositif embarqué a donné effectivement une information erronée à cette heure-là, à cet endroit-là. Donc, oui, c'est très compliqué parce que si l'on... vous savez, on a eu tout ce problème juridique avec notamment à une époque ces procès qui concernaient les régulateurs de vitesse qui restaient bloqués. Bon. Et la vraie difficulté à laquelle ont été confrontés les juges, donc les professionnels de droit, ça a été démontrer, prouver la défaillance du dispositif et son lien de causalité avec l'accident. Donc c'est pour ça que je dis très humblement, je n'ai pas une réponse certaine à cette question, mais elle va naturellement se poser et tout dépendra du rôle que l'on va confier au conducteur. C'est-à-dire que la législation, notamment nationale, va imposer au conducteur, dans tous les cas, d'être le dernier rempart lorsqu'il va conduire, à savoir qu'il devra toujours lui-même s'assurer de la véracité des informations qui sont présentes, malgré le caractère erroné de l'information qui va lui être transmise par la technologie, ou à l'inverse, est-ce que le législateur, quand il va intégrer ce dispositif à la loi française, dira par défaut, c'est le constructeur, c'est le gestionnaire du logiciel, le technicien qui aura une responsabilité par défaut. Vous voyez, tout va devoir être justifié, encadré et prédéterminé par la loi. C'est très intéressant tout ça, parce que Mercedes, cette semaine, a annoncé qu'ils avaient mis sur ça y est, ils vont commercialiser un véhicule qui est capable de faire de la délégation de conduite de niveau 3. Alors là, pour le coup, on n'a plus besoin d'avoir les mains sur le volant. Ça veut dire que on déresponsabilise le conducteur. En l'occurrence, là, c'est pas lui. Parce que pour l'instant, la loi, Rémi, on est d'accord, on doit être maître de son véhicule, on a les mains sur le volant. C'est vous qui gérez, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. Donc même s'il y a une info erronée, à vous de savoir qu'elle est erronée. Là, on passe au stade. On stade supérieur. Là, on va être en niveau 3. Ça veut dire que, en fait, je n'aurai plus les mains sur le volant, plus les mains, plus les pieds. Il y a Stéphane sur Facebook qui dit est-ce qu'il y aurait une boîte noire? Est-ce qu'on a pensé à ça? Parce que ça existe. Il y a de toute façon dans tous les véhicules commercialisés aujourd'hui ont entre guillemets une boîte noire, puisque en cas d'accident, mais seulement en cas d'accident, les données du calculateur sont conservées. Donc on a les dernières données, la vitesse du véhicule, éventuellement s'il y a eu un choc grave au moment du déclenchement des airbags, on sait, il y a les accéléromètres qui garderont les informations, on sait si vous avez freiné, à quelle force vous avez freiné, enfin tout ça c'est déjà enregistré aujourd'hui. C'est pas utilisé, on est d'accord Rémi, c'est pas utilisé par la justice pour le moment en France, mais ça pourrait l'être demain si justement on arrive à de la délégation de conduite. Oui, complètement. Aujourd'hui, tout ce qui est embarqué dans un véhicule peut, à la demande d'une autorité judiciaire, faire l'objet d'un examen technique. Ça peut être le cas, prenons un exemple très concret actuel, d'une caméra embarquée. Rien n'empêche un juge de demander la saisie de la caméra pour constater une infraction, la vitesse, évaluer les conditions de circulation juste avant l'accident, parce qu'on va constater qu'il y a une caméra embarquée dans le véhicule. Donc, bien évidemment qu'on pourra le faire. Et la boîte noire, ce qu'on appelle vulgairement la boîte noire,
pourra évidemment, là aussi, faire l'objet d'un traitement judiciaire. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun obstacle juridique là-dessus. D'autant que les voitures sont de plus en plus avec des caméras partout. Donc, dans quelle mesure on ne pourrait pas même enregistrer les images comme certains le font pour les assurances? Mais on va y arriver, Laurence. La réalité, c'est que on va pas se mentir. Bien évidemment, on va arriver à un moment donné à un contrôle permanent de tout cela, et peut-être même plus à la demande d'acteurs du secteur privé que de pouvoirs publics. Je pense, et je crois que vous venez de le dire, notamment à la demande des assureurs, par exemple, qui vont statistiquement vouloir évaluer le comportement à risque de tel ou tel profil de personne, au regard notamment des informations qui vont être collectées dans le véhicule. Il commence à le faire. On peut avoir des réductions en particulier pour les jeunes conducteurs, c'est assez intéressant. Il y a une deuxième boîte noire, parce qu'il y a celle du véhicule qui est intégrée, mais qui est installée par l'assureur et qui lui donnera vos données de conduite. Et en fonction de ça, il adaptera votre prime d'assurance si vous êtes un conducteur respectueux des règles ou pas. Benoît, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Oui, tout à fait, on a répondu, mais ça fait peur de rouler maintenant. Ah, ça fait peur. Je vais vous raconter une petite histoire qui fait encore plus peur. Les gens de Ford ont, il y a 1 an ou 2, je crois, dépouillé une Tesla. Ils ont pris une Tesla et ils se sont dit, tiens, on va regarder comment c'est fait. Et en fait, Tesla a vu que la voiture était chez Ford grâce aux caméras du véhicule. Et sur l'écran intérieur de la voiture, ils ont affiché un petit message aux gens de Ford en disant écoutez, on espère que vous serez contents de ce que vous allez découvrir. C'est drôle. Est-ce qu'on peut profiter de la présence de Maître Josso, parce qu'il y a une question qui arrive sur la page Facebook de Sud Radio. Allez, c'est pour le même prix. Allez, go. Et Xavier Jacques qui nous dit écoutez bien, c'est pour vous, Maître Josso. Xavier Jacques nous dit la question suivante qui n'a rien à voir avec la question de Benoît. Si un radar flashant dans les deux sens n'est indiqué que d'un seul sens, l'amende est-elle valable ? Alors, il n'y a pas d'obligation réglementaire, il n'y a pas d'obligation légale d'afficher préalablement la présence d'un radar. Donc, si sa question c'est il n'y a pas de panneau qui m'indique ou qui me prévient de la présence d'un radar, si j'ai bien compris la question, c'est pas l'absence de signalisation qui va invalider peut-être malheureusement le contrôle de vitesse. Non, il n'y a aucune obligation. Demain, on tombe sur des pouvoirs publics extrêmement durs, on enlève tous les panneaux et malheureusement, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de contrainte là-dessus. Bien évidemment. La réponse est donnée grâce à la question sur la page Facebook de Sud Radio. Formidable. Et une info que je voulais partager avec vous tous, j'ai de nouveau 12 points depuis cette semaine. Voilà. Oh, joli. On était descendu à combien ? Vous avez fait un stage ou non ? Non, j'ai récupéré des points que j'avais perdus il y a 10 ans. Un jour, on fera, on va réexpliquer aux gens. 10 ans ? Oui, parce qu'au bout de 10 ans, ils sont recrédités, les points. Oui, sous certaines conditions, effectivement. Ok, on en reparlera. Maître Josso, vous serez avec nous en studio. Vous allez voir, c'est complexe. En janvier, pour bien commencer l'année. Oui, on commencera l'année avec ça. Les bonnes résolutions, voilà. Par exemple. Allez, 0826 300 Merci 300. Rémi. Merci Benoît également d'avoir posé la question. Merci Maître Josso, avocat au barreau de Paris, président de l'Automobile Club des avocats. Dans quelques instants, attention, nous allons parler des fameux awards de l'automobile. Notre ami Lionel Robert, qui est l'organisateur, est avec nous. Tout ça s'est fait cette semaine, c'était le 9 décembre dernier. On va tout découvrir ensemble. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et ensemble avec vous, et je peux vous dire que les garçons n'arrêtent pas de parler, les garçons. Qui sont-ils ? Évidemment, l'ami Jean-Luc que vous connaissez bien, et puis Lionel Robert qui est organisateur, entre autres, des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire. Et puis si vous voulez rencontrer Lionel, vous venez aussi sur la page Facebook de Sud Radio, ou vous appelez tout de suite au 0826 300 300. Ça y est, l'ami Jean-Luc, on connaît les gagnantes des Awards 2021. Exactement, moi j'étais à la superbe soirée à l'Automobile Club de France vendredi soir. Bon, ça a été un petit peu la douche froide en sortant parce qu'il faisait un temps pourri, j'étais en scooter. Moi, je sais pas, moi j'ai pas été invité, alors j'étais au chaud chez moi. Lionel, c'est moi, c'est ma faute là. Là, je crois que j'ai commis un impair. Attendez, moi d'abord, alors pour me faire pardonner, comme c'est Noël qui approche, je suis venu avec un petit cadeau. Voilà. Alors il y en a au moins un pour chacun, et puis j'en ai quelques autres. Voilà, donc c'est le polo officiel quand même. C'est dommage parce que moi j'avais plutôt choisi l'Aston Martin Valhalla. Oui, mais pour la conduire, c'est bien ça. D'accord. Voilà. Oh, superbe. Magnifique. Je peux pas le mettre tout de suite en direct. Non, pas tout de suite. Parce que pendant la pub. Voilà. J'espère que c'est ma taille, je vais être ridicule sinon. Alors, les Awards, juste on rappelle en 2 mots ce que c'est. Les Awards, qu'est-ce que c'est ? 4e année, Lionel. 4e édition. Voilà, on récompense donc à la fois les constructeurs, les équipementiers. Je serais
presque tenté de dire, pour être méchant, on récompense tout le monde. Il y a combien de prix maintenant? Il y a beaucoup de prix. Non, moi en fait, je vais vous dire, non, c'est pas méchant du tout. Moi, je ferai un parallèle complet avec les Césars ou les 7 d'or. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de catégories parce que le secteur, il est très large, très vaste, et qu'il est naturel finalement d'en récompenser beaucoup. Et puis il y avait pratiquement tous les constructeurs, donc ça veut dire que maintenant l'événement est installé. Je pense. Et c'est bien qu'il soit avec Sud Radio. 36 marques automobiles. 36 marques. Et 10 équipementiers. 10 marques équipementiers. Donc ça fait un beau plateau. Oui. Est-ce qu'il y a un grand vainqueur de ces awards? Il y en a un qui s'est vraiment détaché, oui. Alors ça va nous faire plaisir. C'est une marque française, c'est Alpine, qui a quand même remporté 4 distinctions. Yes, on s'était jamais fait d'ailleurs. Ça fait du bien. Lesquelles? Alors dans l'ordre, ils ont évidemment remporté la principale, le Grand Prix. Donc ça, c'est le prix décerné par le public. C'est en clair le public qui a choisi sa voiture préférée de l'année. Et c'est la 110 qui l'a remporté. Ils ont aussi remporté la publicité avec la pub à 110 qui s'appelle Prendre un virage. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Oui, moi je l'ai en tête, puisque évidemment je fais partie du jury, donc je l'ai vu, la publicité. C'est presque aujourd'hui un petit peu décalé, parce qu'on voit une voiture dans des virages qui sous-entend une conduite sportive, même si la voiture ne roule pas très très vite. C'est presque politiquement incorrect en fait. C'est ça qui a plu, je pense aussi. Peut-être aussi. Non mais en fait ce qui est étonnant, c'est d'avoir, on le déclinera tout de suite si vous voulez, on a un palmarès qui est quand même très porté vers l'électrique, donc très porté vers la transition énergétique. Ça c'est quelque part là où vont désormais clairement les constructeurs et le jury finalement qui est prononcé, et le grand public lui qui en est encore quand même beaucoup à vouloir récompenser le plaisir. Non mais ce qui se passe, et l'Alpine c'est du 100% mais thermique. Faut être honnête aussi, les véhicules électriques aujourd'hui pour la plupart, enfin les plus séduisants en tout cas, sont tellement chers que ça peut pas concerner monsieur et madame tout le monde. Même s'il y a un véhicule électrique accessible qui a été élu dans la catégorie, alors moi j'aime bien cette catégorie là parce que c'est le truc on se dit tiens, dans tous les awards c'est ce que je pourrais me payer en gros. C'est le good deal. C'est ça. C'est le good deal et c'est aussi on va dire une voiture française même si elle est roumaine. Un peu quand même, oui, effectivement. C'est quoi la Spring, donc il a emporté effectivement. L'an passé, Dacia l'avait emporté à l'époque avec la Sandero. Là, la marque gagne à nouveau ce prix donc de la meilleure affaire de l'année, mais avec un véhicule électrique, effectivement. Et ça, je dirais que ça aussi, c'est quand même quelque part. Et puis c'est une première pour le good deal qu'un véhicule électrique ou même qu'un véhicule avec énergie nouvelle, on va dire ça comme ça. Exactement. L'emporte. Et d'ailleurs, au global, sur les 13 catégories réservées aux constructeurs automobiles, il y a 8 victoires de véhicules électriques, 100% électriques. C'est marrant quand même parce qu'il y a une étude qui a été faite il n'y a pas si longtemps sur le fait que les Français préféraient encore le thermique ou le 85. Ils mettent la dernière étude là. C'est normal puisqu'on est vraiment dans une période de transition, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'essentiel du parc sont des véhicules thermiques, donc ce que les gens connaissent et qu'ils apprécient, c'est normal qu'ils votent en faveur de ça. Oui, l'électrique pour beaucoup, ça fait peur. Mais je vais vous dire très honnêtement, et on l'aura, ça sera l'essai, ça sera mon cadeau de Noël. J'ai essayé cette semaine la BMW i4 M50. Alors pour ceux qui sont des passionnés de voitures, c'est une M d'habitude, c'est le must. Ouais. C'est le haut du panier de BMW, ce sont les véhicules les plus sportifs. C'est la première M électrique. Alors il y en a qui vont dire oh là là mon Dieu c'est terrible. Je peux vous assurer que les sensations qu'on a au volant, si vous pensez que dans une voiture électrique il se passe rien, il faut monter là. D'ailleurs si vous montez en passager, je pense que vous serez malade rapidement. Mais à tel point que on le verra sur la vidéo, en accélération, quand on accélère à fond, le compteur numérique n'a pas le temps d'afficher les chiffres tellement ça va vite. Donc il défile 10 par 10. Voilà. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le côté sensation en électrique, Tesla avait quand même déjà largement initié le sujet. Belle transition. Belle transition pour dire qu'effectivement, la marque a été élue marque de l'année. Et c'est d'autant plus intéressant à connaître ce résultat que c'est le fruit du vote des DG, des CEO, des présidents des marques qui participaient. Donc c'est ces gens-là que j'ai appelés à voter, et qui se sont prononcés massivement pour la marque Tesla. Donc eux-mêmes, je dirais, les grands patrons qui dirigent le monde automobile aujourd'hui sont convaincus que Tesla est la marque de l'année. Mais pas simplement au niveau mécanique et technique, c'est aussi par rapport à tout, le marketing, la façon du développement en Europe, ou dans le monde, j'imagine que tout. Ce qui fait envie aux constructeurs aujourd'hui, c'est que Tesla a gardé la maîtrise de la commercialisation des voitures, ce qu'ils sont en train d'essayer. En grande surface. Ce qu'ils sont en train d'essayer de récupérer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a des groupements de concessionnaires, des concessionnaires. Enfin voilà, c'est des grosses sociétés qui sont externes aux constructeurs qui commercialisent leur
voiture, Tesla commercialise ses voitures. Il n'y a pas d'intermédiaire, ce qui leur permet d'ailleurs d'afficher des prix plus bas que la concurrence, parce qu'on a toujours dit, oui, les Tesla, c'est très cher. Aujourd'hui, on peut se payer une Tesla pour moins de 30 000 euros, avec toutes les aides déduites. Donc, ça a quand même beaucoup baissé. Moi, je suis surprise par ça, mais ça fait déjà 2-3 ans, mais c'est la première marque qui a des magasins dans les centres commerciaux. Oui, bien sûr. Il y a des grands centres commerciaux. Donc, au niveau populaire, c'est pareil. Tesla Store. Tesla est très en avance pour beaucoup de choses. C'est un peu comme Apple, en fait. Vous avez des Apple Store un peu partout. Et vous parliez tout à l'heure des caméras qui filmaient à l'extérieur de la voiture. Effectivement, Tesla est la seule marque aujourd'hui à proposer ça. On peut regarder sa voiture de loin, l'observer de loin à travers les caméras dans la voiture. Côté équipementier ? Côté équipementier, pour rebondir sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, Valeo, qui remporte le prix de l'équipement de l'année pour sa borne de recharge intelligente. Et je précise par rapport à ce que disait Jean-Luc à un instant, par rapport à la classe S, qui va être la première voiture à avoir ce niveau 3 d'autonomie, qu'elle est équipée justement d'un système Valeo. D'ailleurs, c'est pas tout à fait la première, d'ailleurs je me suis un peu renseigné. En fait, la première véritablement, qui est déjà commercialisée depuis quelques temps, c'est la Honda Legend, visiblement au Japon. Voilà. Avec toujours ce système Valeo. Bon, formidable. Voilà. Sur les supercars, parce que comme ça va être Noël, pour donner des idées de cadeaux à Laurence pour Jean-Luc. Voilà. Bon, le Maserati MC20, alors moi ça j'aime bien. J'adore. Et vous savez pourquoi j'aime bien ? Parce qu'elle a un moteur thermique qui fait qu'on n'enterrera pas le moteur thermique. Ça va plaire à Laurence. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur qui utilise une technologie qui est utilisée actuellement en Formule 1. C'est un moteur essence qu'on appelle à préchambre. Je vous le fais court pour que vous compreniez. On peut pas faire fonctionner un moteur essence en mélange pauvre, ça marche pas. C'est pour ça que les diesels consomment moins, parce qu'eux, ils sont en mélange pauvre. Donc là, on a une petite préchambre dans laquelle on met un mélange, ce qu'on appelle stoichiométrique, donc le mélange normal d'un moteur essence. On l'enflamme avec une bougie, ça explose, et il y a des petits trous dans le fond de cette préchambre qui vont faire comme des petits chalumeaux et qui vont arriver dans la chambre de combustion principale, dans laquelle on peut mettre un mélange pauvre, puisque là, on aura des chalumeaux pour l'allumer, donc on n'a pas de problème. Et donc ça va permettre à la fois de diminuer beaucoup la pollution et de diminuer beaucoup la consommation. Et donc l'avenir, je pense, c'est ça. Et je pense que le moteur thermique survivra grâce à des choses comme ça. En tout cas, voilà, on va finir avec une question de Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio qui dit, mais Jean-Luc, pourquoi vous n'avez pas venu et vous n'avez pas fait l'essai avec la voiture qui a gagné ? Je parle de l'Alpine. Ah mais on l'a essayé l'Alpine, je l'ai essayé il y a un mois, et vous pouvez retrouver les vidéos, d'ailleurs elles sont toutes sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Eh ben c'est cool. Merci beaucoup Lionel. Merci à vous. Merci Lionel. Donc on peut avoir tous les résultats à quel endroit ? Tous les résultats sur automobileawards.com, et le palmarès que vous avez entre les mains dans sa version print est téléchargeable en version digitale sur le site. Et alors je vous aime beaucoup, mais je pense que je vais pas pouvoir mettre votre t-shirt. C'est un S. Ça va pas S ? Non mais c'est un S homme. Alors si c'est un S homme, ça va aller. Alors non, c'est parfaitement adapté, bien sûr. Un peu carré pas que des épaules. Ça ira alors, c'est sûr. Magnifique. Allez go, on y va. Merci beaucoup Lionel, merci du cadeau. Et quant à nous, dans quelques instants, nous allons parler de voitures et d'environnement et de pièces de réemploi. Et puis vous êtes toujours attendus au 0826 300 300 si vous voulez vous inscrire pour poser une question prochainement, ou sur la page Facebook de Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et juste avant de parler d'auto et d'environnement, il y a beaucoup de réactions sur Facebook aujourd'hui. Je voudrais saluer Thierry également qui nous dit alors j'appelle souvent le standard, j'arrive à voir personne. Thierry, réessayez le 0826 300 300. On a Manu qui est avec nous au standard, donc normalement il va vous répondre. Et puis je poserai toutes vos questions d'ici quelques minutes, les questions Facebook. Mais pour l'instant, on va accueillir un nouvel invité dans l'émission On parle auto, Monsieur Luc Fournier, qui est directeur d'activité de Back to Car pour notre rubrique environnement. Et qu'est-ce que c'est Back to Car, vous allez me dire ? Bah oui, voilà. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, c'est vrai que l'univers de la pièce d'occasion, puisque Back to Car est dans l'univers de la pièce d'occasion, on avait tendance à croire jusqu'à présent que c'était les casses. Vous avez l'image du casseur dans le temps. Alors, les règles ont changé, aussi bien au niveau environnemental que ça s'est professionnalisé, ça s'est digitalisé, et c'est ça que nous propose Back to Car. Alors, depuis peu de temps, parce que maintenant, ça va être accessible aux particuliers. Ça l'était aux professionnels, mais je vais laisser Luc continuer. Back to Car, donc, expliquez-nous, Luc, jusqu'à présent, ça fait combien de temps que ça existe déjà ? C'est 2 ans, c'est ça ?
Alors, Back2Car, ça existe depuis 4 ans. 4 ans, bah voilà, j'ai tout faux. Ça nous arrive. Ça existe depuis 4 ans et vous vous adressiez jusqu'à présent aux professionnels, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on était principalement orienté vers le B2B. C'est une marque que nous avons déposée et c'est d'ailleurs la seule marque au monde de pièces d'occasion. D'accord. Notre ambition d'offres sous une marque. Donc vous récupérez des véhicules que vous démontez, c'est bien ça, ou récupérez des pièces ou recyclez les autres. Exactement. Et en ce moment, notre ami Bastien met une petite vidéo oui, de pour ceux qui nous regardent en vidéo. Sur Sud Radio, comme ça vous allez en savoir un peu plus sur cette maison et là où elle est située, tout et tout. C'est bien. D'ailleurs maintenant on fera ça veut dire que pendant l'essai, pendant plein de trucs, vous aurez des vidéos en plus. Sur la page Facebook de Sud Radio pendant l'émission. Exactement. Vous êtes parfait. Ça va être un grand luxe. Revenons à notre question environnement. Voilà. Alors Luc, ces véhicules, ils sont sourcés comment? Vous les récupérez d'où? Alors, ils sont majoritairement issus d'un gisement, on appelle ça un gisement, auprès des assureurs et des compagnies, à 98%. Le sol étant un petit peu de particuliers ou de garages de proximité qui viennent déposer leur voiture dans un centre agréé que nous sommes, un centre agréé pour gérer les véhicules hors d'usage. D'accord. Il faut quand même préciser que l'Europe a fixé des objectifs pour le recyclage automobile. Est-ce qu'on les atteint ou pas aujourd'hui? Oui, on les dépasse. Donc, depuis la mise en place du décret 2017, la France est un bon élève parmi les meilleurs en Europe et nous devons recycler 95% de la masse de la voiture. D'accord. Alors, c'est les pièces. Alors, bon, vous recyclez une partie, 95%, et puis il y a d'autres pièces que vous ne recyclez pas, mais que vous allez rénover, on va dire ça comme ça, et qui seront revendues. Quel type de pièces, d'ailleurs, on peut acheter d'occasion? Alors, on peut tout acheter d'occasion, mais ce décret 2017 oblige les réparateurs à proposer de la pièce de réemploi en complément de pièces neuves sur un périmètre de produit. Donc, c'est principalement les éléments mécaniques, donc moteur, mode de vitesse, les machines tournantes, alternateurs et démarreurs pour la mécanique, toutes les pièces de carrosserie amovible, les optiques, donc les feux avant, les phares, les feux arrière, et tout l'équipement intérieur du véhicule. Donc les sièges, le tableau de bord, le pare-soleil, etc. Seules les pièces de sécurité sont... donc les freins, les airbags, des choses comme ça qu'on peut pas revendre d'occasion. Et les pièces le consommable. D'accord. D'accord. Et ces pièces-là, si j'ai besoin moi d'un alternateur pour ma voiture, comment je fais? Je peux demander à mon garagiste? Je crois que la réglementation obligeait d'ailleurs les garages à vous proposer 2 devis, un avec des pièces neuves et si on le demande, un avec des pièces d'occasion. C'est toujours... Exactement. En fait, le garagiste a 2 obligations. Celle d'afficher le décret, un peu à l'image d'une licence 4 dans un café, et de proposer systématiquement à tous les clients un double devis en pièces neuves et en pièces d'occasion. Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais en général les réparateurs, quand on leur demande des pièces d'occasion, ils disent ouais mais la logistique c'est pas bon, si je veux une pièce neuve je l'ai demain matin, si je veux une pièce d'occasion faut que je cherche, c'est compliqué, ça n'assure pas. Est-ce que vous avez une prestation, j'allais dire à l'image de grands vendeurs, de grands sites qui vendent un peu de tout de l'électroménager, vous envoyez ça par la poste le lendemain, c'est emballé comment, est-ce que c'est garanti? Tout un tas de questions qui vont avec en fait. Exactement, donc nous on s'appuie sur une logistique impeccable puisque toute commande passée est livrée en J+1. Tous les produits sont emballés avec un carton super sympa, écologique et avec notre marque dessus, Back2Car. Nous avons aujourd'hui 6 centres de déconstruction, donc nous maillons une partie de la France. On va continuer à acheter d'autres centres de manière à mailler le territoire sur l'ensemble de la France. Et quel que soit le centre, on a les mêmes process industriels et ce sont les mêmes cartons. Un garagiste peut très bien commander un alternateur sur un centre du Nord ou un moteur sur le centre du Sud. Et ça arrivera de la même manière, avec la même qualité de prestation et la même garantie, puisque nous sommes garantis 2 ans, comme le neuf. D'accord. Et la nouveauté, c'est que depuis le 10, c'est cette semaine, donc les particuliers ont accès à un site en ligne qui leur permet de trouver des pièces d'occasion. Exactement, donc nous avons ouvert cet accès, en fait c'est le même site, c'est la même plateforme et on a une sélection à l'entrée, soit vous êtes réparateur avec un SIRET et un compte ouvert auprès de nos réseaux de distribution, grossistes, ou un particulier, donc je suis particulier, je suis réparateur, et vous êtes orienté sur le même site, mais avec des services différents. Bon, la question cruciale, c'est qu'est-ce que j'économise à acheter une pièce d'occasion par rapport à une pièce neuve? En moyenne 75%.
Ah, 75% en moyenne. J'imagine il y a des différences entre les types de pièces, mais la moyenne, c'est 75%. Sur un phare, par exemple, j'économise combien? Parce qu'on sait que les phares, c'est relativement cher. Les pièces de carrosserie, c'est cher parce que en France, c'est protégé par les dessins et modèles. Donc... je vais vous donner un exemple d'une Twingo. J'ai pris quelques notes. Si je prends, une porte arrière droite, c'est 416 € chez le constructeur, 250 € chez nous. Ah ouais. Si vous prenez le moteur, c'est 7700, chez nous c'est 910 €. Oh là ah oui, là, là, ça fait une sacrée différence, effectivement. Tiens, justement, j'avais une question de Phil, un auditeur qui nous dit qu'il a un souci avec son Opel Sport Tourer, il a les phares qui fonctionnent plus et Opel lui dit qu'il faut remplacer le BSI qui est une pièce à 700 €, donc c'est le boîtier de servitude électronique, le BSI. Ça se trouve d'occasion, ça ? Alors, chez nous, oui. Alors, je vais faire un peu de publicité pour vous, mais je dois être le seul centre en France. Oui, c'est la réalité. En fait, je suis le seul centre en France à proposer une offre de technologie embarquée. Soit nous proposons un produit que votre client, votre auditeur peut remettre sur sa voiture, c'est du plug and play. Ça dépend de la particularité de la voiture et de la pièce. Ou alors, on propose un service, c'est que le client nous envoie la pièce, on la virginise avec une pièce que nous avons d'occasion. Et nous faisons comme un ordinateur un transfert de données, on fait des tests en sortie. Et on envoie ça en moins de 72 heures auprès du réparateur ou du client client particulier. Au lieu de ces 700 € là qu'on lui a proposé, ça serait combien? BSI d'Opel, en général, les BSI, on les commercialise aux alentours en 300, 350 €. Ah oui, donc moins de moitié moins cher. Voilà. Bon, parfait. Et Luc Fournier, merci beaucoup. On reparlera, je pense, de Back to Car à la rentrée, puisqu'on va faire une émission du 1er janvier qui sera sur les bons plans. Donc on va essayer d'économiser. On achètera des pièces d'occasion. Voilà. Oui. On va faire que les bons plans à tout niveau. Exactement. Merci Luc Fournier. Donc vous êtes directeur d'activité de Back to Car. On vous embrasse, merci. Passez un bon week-end. Merci. De même. Allez, à suivre une question Facebook, puisque ce sera aussi les rendez-vous de notre émission. N'hésitez pas à vous poser vos questions, soit directement au 0826 300 300. Nous avons Manu qui vous attend au standard actuellement, ou la question sur Facebook, et je serai votre voix pour la poser à l'ami Jean-Luc. C'est maintenant. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Allez, une question de Stéphane. Si on a une électrique avec une box et que l'on change pour une thermique, y a-t-il un marché de revente des box ? Ah, c'est une bonne question, ça, oui. Alors, le problème d'une box, c'est qu'elle doit être installée. Alors, une box, c'est quoi? Quand vous achetez un véhicule électrique, vous pouvez soit le brancher sur la prise de la cafetière, mais ça met un temps infini à charger. Les voitures que j'ai essayées cette semaine, on est à plus de 46 heures de charge si on branche sur une prise normale. Donc, évidemment, c'est pas jouable. Et comme la capacité des batteries va augmenter progressivement avec le temps, avec des technologies qui permettront de stocker plus d'énergie, remplir. C'est un peu, tiens, je vais prendre l'image. C'est comme si vous disiez, j'ai un goutte à goutte pour remplir mon réservoir de voiture. Bon, mais à un moment, ça le fait pas, quoi. Faut au moins avoir un petit arrosoir. Donc, la box, c'est le petit arrosoir. C'est une prise déjà qui est plus sécurisée que la prise de la cafetière, parce que la prise de la cafetière, elle est dimensionnée pour fournir un courant suffisant, mais dans la durée, elle va s'échauffer et ça risque de provoquer un court-circuit. Là, la box, elle est dimensionnée pour ça, elle est sécurisée, elle va dialoguer avec le véhicule, qui sait qu'il aura une prise sécurisée et que donc il va pouvoir tirer plus d'énergie. Mais la box, le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'installer vous-même, elle doit être installée par un professionnel. Donc de dire, j'ai une box, je repasse au véhicule thermique, je vais vendre ma box, malheureusement non, il faut qu'il appelle le professionnel qui lui a installé et savoir si cette personne accepte de lui démonter et de la reprendre. Mais il ne pourra pas la vendre lui et il ne pourra pas la mettre sur le bon coin et quelqu'un viendra la démonter pour la remettre chez lui. C'est pas possible. Donc il y a un vrai problème d'après-vente par rapport à ça. Oui, non, mais c'est pas un problème d'après-vente, c'est que c'est quelque chose que vous avez installé chez vous. Si vous vendez votre chaudière, on n'imagine pas que quelqu'un vient la démonter et la remonte chez lui sans passer par un chauffagiste. En même temps, voilà. C'était bien de faire le point, mais c'était très bonne question, très bonne réponse. On va dans quelques instants continuer évidemment et ce sera notre rubrique Parlons pneus, parlons bien. Vous êtes sur Sud Radio, on parle auto avec vous et l'ami Jean-Luc Moreau. À tout de suite. Et merci de nous rejoindre et de nous écouter si vous arrivez tout juste à l'écoute d'On Parle Auto, dernier quart d'heure de notre émission, avec notre invité pour parler pneus, Giovanni Lo Bianco, qui est directeur général de First Stop Aim. C'est une enseigne qu'on connaît plutôt. Oui, qu'on connaît, qu'on connaît. On va demander à Giovanni. Giovanni, pour éclairer Laurence, First Stop côté route, c'est quoi? Bonjour. Bonjour.
merci de m'inviter à ce moment pour parler de pneumatiques. Alors, je suis Forstop et Côté Route, 2 enseignes. C'est près de 400 centres en France, mais aussi au Benelux. Et nous sommes les experts du pneumatique toute marque, de l'entretien auto et de solutions de mobilité. Oh là, solution de mobilité, mais c'est quoi solution de mobilité? Vous faites des patins à roulettes aussi? Non, effectivement, c'est un peu à la mode. Alors les attentes des consommateurs évoluent de plus en plus et rapidement. Et d'une manière générale, les conducteurs aspirent à davantage de services, avec plus de flexibilité et de praticité. C'est pourquoi nous avons lancé une solution d'abonnement afin de garantir une tranquillité d'esprit. Alors vous saviez que les Français sont les champions en Europe de la consommation par abonnement, avec plus d'une dizaine d'abonnements par foyer. C'est étonnant parce que pendant un moment, justement, je crois que c'était le contraire. Les Français ne voulaient pas louer leur téléviseur ou tout un tas de choses, et ils n'étaient pas fans des abonnements et ils préféraient être propriétaires. Aujourd'hui, c'est un peu différent. France Loisirs, on était les rois d'il y a 40 ans. France Loisirs, c'est de l'abonnement et ça cartonnait. C'était ça. Ouais. Alors, vous parlez d'abonnement. Alors, abonnement pour les pneus, c'est quoi un abonnement pour les pneus? Alors, l'abonnement pour les pneus, déjà, j'ai envie de parler de la manière de quand est-ce que nous avons lancé ça, parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà bien maintenant il y a quelques temps. Donc, on a lancé il y a 3 ans le premier abonnement, pneus et entretien, parce que c'est pas que pneus, avec une garantie pour les pneus tout dommage. Donc, ça permet aux clients de pouvoir équiper leur véhicule avec des pneus haute performance, avec un abonnement de 24 ou 36 mois, et d'y ajouter des services et des prestations, comme la géométrie, comme le gardiennage de pneumatiques. Et c'est pratique pour tous ceux qui habitent en ville, qui n'ont pas d'espace de stockage, mais aussi pour l'entretien. Alors, on parle de Mobox, ça s'appelle Mobox. Ça s'appelle Mobox, voilà. Ok. Ça s'appelle Mobox, c'est donc un abonnement entretien auto, c'est personnalisable, et ça s'ajuste en fonction des besoins de chaque conducteur. Et c'est plus de 20 000 personnes qui ont souscrit déjà ce Mobox dans toute la France. Alors, pour bien comprendre, plutôt que d'acheter mes pneus dans votre réseau, je paye chaque mois. Combien ça coûte d'ailleurs? Tiens, parce qu'il y a plusieurs abonnements. En fonction... Si j'ai des pneus de Ferrari ou de 2 chevaux, ça doit pas être le même tarif. Parlons de chevaux, là, moi c'est plus mon. Parlons de chevaux alors. Non, effectivement. Mais j'ai envie, si vous voulez bien, je vais vous répondre pour le prix. Mais on est en plein hiver et c'est la période de la loi montagne. Hein. Donc cette loi montagne, c'est encore plus de conducteurs qui doivent s'équiper. Oui, puis on a vu qu'il y avait eu de la neige dans pas mal de massifs montagneux. Donc là, les pneus hiver, c'est vraiment indispensable cette année. Exactement, et puis c'est des pneus pendant la période d'hiver et pas des pneus neige, des pneus 4 saisons ou hiver, donc c'est la possibilité de les garder toute l'année. Et le prix, c'est parfois une réelle contrainte financière pour de nombreuses personnes. Donc avec cet abonnement Mobox, c'est la possibilité de clients d'accéder à des pneus hiver de grande marque pour affronter cette période, et quelles que soient les conditions de conduite, et ça permet de lisser cette dépense, parce qu'on parlait de coût, sur la durée de l'abonnement. En fait, si on fait clair, moi j'ai besoin. Je paye un abonnement. Voilà, je paye un abonnement, je viens chez vous changer par exemple pneus hiver, pneus été quand j'en ai besoin, et ça c'est le même abonnement. Et c'est le même abonnement. Oui, tout à fait. Donc vous payez combien cet abonnement qui va de 7 euros à 10 euros. Donc disons 10 euros en moyenne par mois pour 2 pneus premium, parce qu'on ne monte que du pneu premium pour une question de sécurité, et avec une garantie pneumatique tout dommage. D'accord, donc pour les 4 pneus, ça me coûte 40. Aux alentours de 20 euros par mois, et je peux changer 40 euros par mois, pardon. C'est 10 euros par paire. C'est 10 euros par paire. Donc c'est 20 euros par mois. Oui. Donc ça me coûte 20 euros par mois, et au moment où la saison hivernale arrive, j'arrive, vous mettez des pneus hiver, la saison se termine, vous me remettez des pneus été, et si je les use très vite, vous me les changez quand ils sont usés, même si je roule comme un cochon et que je les use tout le temps. Alors évidemment, il faut que l'utilisation soit une utilisation en bon père de famille, parce que si vous faites du circuit et que vous démolissez les pneumatiques, ça va être compliqué, vous voyez. Ça c'est clair. Bon, ça va. Alors, moi je serais plutôt dans la catégorie bonne mère de famille, donc ça va. Donc en fait, parce que un jeu de pneus, on va parler concrètement, un jeu de pneus classique sur une petite berline. Bon, on va dire, allez, c'est entre, par pneu, c'est entre, on va dire, 50-60 euros pour un pneu vraiment d'une voiture standard. Hein. Après, on peut grimper. Donc, en gros, ça fait une moyenne de 120, donc de 240 pour les pneus à l'année, en gros. Et là, j'ai à peu près l'équivalent en location, sans avoir, en abonnement, pardon, sans avoir de soucis d'entretien. Si j'ai un problème, pas de stockage non plus pour les pneus hiver, et réparation en cas de crevaison, on est d'accord. Tout à fait. Ah ouais, donc tout à fait. Et encore une fois, c'est un forfait. C'est un forfait qui vous permet de dire je paie tant par mois,
et j'ai mon montage, j'ai mon équilibrage, j'ai ma géométrie. Si je veux de l'entretien avec, et c'est une tranquillité. D'accord. Comment on fait? Vous nous avez dit ça s'appelle Mobox. Il y a un site internet dédié. On peut trouver les informations complémentaires où? Tout à fait. Alors vous pouvez aller sur mymobox.fr. MOBOX, hein. MYMOBOX, effectivement, ouais. .fr, ou alors vous rentrez dans un des points côté route ou Force Stop. Dernière question, Giovanni. Vous êtes une filiale de Bridgestone. Ça veut dire que vous allez me proposer en location que des Bridgestone? Non, comme je l'ai dit au tout début, nous sommes un réseau d'entretien et de pneumatiques, toutes marques. Donc je propose aux clients ce qu'ils souhaitent avoir comme typologie de pneumatique. C'était important de le rappeler à ce moment-là de l'émission. Eh ben, merci beaucoup Giovanni Lobianco. On prononce bien là, Lobianco. Ouais, c'est Lobianco. Lobianco, ouais. Bon, merci à vous. Avec des origines suédoises, évidemment. Évidemment. Merci. On vous embrasse, directeur général de First Stop et de AIM. Ce sont les enseignes First Stop et Côté Route qui ont entre autres pour First Stop un code couleur rouge et noir. En rouge et noir, j'avalerai le bitume. Allez, c'est parti. Maintenant, c'est quelle auto choisir pour conclure notre rendez-vous? Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et pour conclure notre rendez-vous, nous accueillons Mathieu. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc, merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir Mathieu. Vous nous appelez d'où Mathieu? C'est réciproque, donc je vous appelle d'une région qu'on appelle le Pays de Gex, située entre le bassin genevois et le Haut-Jura. Une région qui a été placée en vigilance orange pour vous raconter ces dernières 24 heures avec beaucoup de neige. Et une région qui fait du bon comté et du Savagnin. Exactement. Avec beaucoup de véhicules sur le bas-côté, malheureusement. Donc beaucoup de Mercedes entreaperçus hier matin. Et je reviens vers vous dans le sens où j'ai une problématique de facturation d'un véhicule pour bénéficier de la prime à la conversion avant le 31 décembre prochain. Oui. Malheureusement, avec la pénurie des semi-conducteurs, en appelant différents constructeurs, au niveau du stock pour bénéficier des moins de 132 grammes de CO2, il y a peu de choix. On essaie de me diriger vers les modèles électriques, donc d'où mon appel ce jour. Et par rapport à la configuration de mon besoin, sachant que je possédais, j'étais victime du Dieselgate avec un TDI acheté comme la plupart des Français. Donc vous avez un vieux diesel que vous voulez bazarder, vous allez toucher la prime de conversion, et avec cette prime de conversion, on vous propose d'acheter un véhicule électrique. Alors c'est pas forcément votre choix premier, c'est ça? Et c'était pas mon choix, mais aujourd'hui, on parle de 50% des ventes aujourd'hui, par exemple chez Volkswagen, est un véhicule électrique. Il y a de la manipulation marketing. La vraie question, c'est quel type de trajet vous faites, où est-ce que vous roulez. Alors vous êtes déjà dans le Pays de Gex, il fait un peu froid l'hiver, donc ça nécessite d'avoir un véhicule avec une batterie un peu conséquente, parce que vous allez consommer un peu plus pour chauffer la voiture. Maintenant, après, la deuxième question, c'est quoi votre budget? Parce que c'est surtout ça. Vous me diriez, bon... j'ai un budget de 50 000 €, alors on n'a pas de problème pour vous trouver une voiture électrique qui fera le job, mais si c'est un budget beaucoup plus contraint, ça va être plus problématique. Alors Mathieu malheureusement, j'ai cru comprendre qu'en fait tous les véhicules électriques qu'on vend actuellement, on les propose en LOA. Ça, c'est la formule. Oui. Aujourd'hui, on propose par exemple pour une ID3, je rentre directement dans le vif du sujet, un apport de 5 000 € et des mensualités de 310 pour une City 150 chevaux. Voilà l'histoire. Bon, bah vous aimeriez aller vers quoi, Mathieu? Moi aujourd'hui, c'est vrai que je vous écoute beaucoup, vous me dirigez vers le Ford Puma, éthanol. Ah bah ça c'est bien ça. C'est cool. Voilà, donc j'ai cette option-là. Mais c'est vrai que le Ford aujourd'hui, c'est un peu le châssis de la Fiesta, donc avec un peu le dérapage arrière qui pose un peu de problème vu nos régions. Non. Si vous avez des pneus adaptés, franchement, c'est pareil. Le risque, il n'est pas là. Sauf si vous roulez comme un pilote de rallye. Mais autrement, non. Le châssis de la Fiesta, il est justement très bien parce qu'il est un peu incisif. C'est précis. J'aime bien moi la Fiesta ou le Puma. Y compris sur la neige, parce que Mathieu, c'est très bien. D'accord, parce qu'aujourd'hui l'ID3 c'est une propulsion, sauf que le vendeur il me dit qu'il n'y a pas de problème, c'est du 19 pouces en propulsion. Est-ce que sur la neige il cherche à vous la vendre. Alors non, mais ce que je vais vous dire, c'est que sur la neige, un véhicule électrique va toujours être plus efficace qu'un véhicule thermique. Pourquoi? Parce qu'il est plus lourd. Non.
Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le couple est géré beaucoup plus finement que sur un véhicule thermique. Là, l'électronique est capable de gérer directement. L'exemple, c'était cette semaine où j'ai essayé les BMW électriques. Je suis parti jeudi matin. Du côté de Saumur. Du côté de Saumur, il faisait moins 2 degrés. La route était complètement verglacée. Enfin, elle était gelée. Et avec l'iX, 4 roues motrices en électrique, je suis passé là où il y avait plein de voitures qui étaient dans le bas-côté. Donc, on gère beaucoup plus finement la traction avec de l'électrique qu'avec du thermique. Donc ça, c'est vrai qu'un véhicule électrique sur la neige avec des pneus adaptés va être plus efficace qu'un véhicule thermique. Ok, donc sauf que là, il a raison. Sauf que c'est vrai que c'est une propulsion, ça sera un petit peu plus délicat que de rouler avec une traction. Et surtout, votre budget, je ne sais pas combien par mois vous voulez mettre. Aujourd'hui, on part sur une mensualité de 300. Et aujourd'hui, donc ça rentrerait dans les clous, sauf que c'est plus par rapport à la problématique autonomie. Aujourd'hui, je fais 60 km/jour. Non, mais ça passe. Ça passe avec une ID3. En plus, vous avez plusieurs capacités de batterie. Sur quelle capacité de batterie vous propose ça ? On me propose la 45 City, modèle d'expo, modèle de démonstration. Quoi. On reste sur la Ford Puma. C'est un peu juste. Alors, ce que je ferais, Mathieu, vu que c'est fini, c'est que je vous appelle et on va en discuter un peu plus longuement. Comme ça va permettre de trouver une solution. De rien, mais on est comme ça. De bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour l'accueil, en tout cas. Merci, Mathieu, et soyez prudents du côté des. Et encore bravo pour tout le sourire que vous apportez à tous les gens qui sont en confinement. On va essayer, Mathieu, on va essayer d'aménager cette émission et il y aura peut-être des surprises à la rentrée. Ouais, mais je sais que ça y est, il a mis sa barbe de Père Noël, l'ami Jean-Luc, c'est parti. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Passez un bon week-end, l'ami Jean-Luc. On se retrouve la semaine prochaine. Avec bonheur. On va essayer une voiture électrique. La fameuse ? Non, pas la fameuse. La fameuse, on la garde pour Noël. D'accord, ok, on ne dit rien. Allez, bonne journée à tous. Tout de suite, c'est Invino avec Alain Marty. Et quant à nous, on vous concocte plein de belles émissions pour les fêtes de fin d'année. À bientôt, la semaine prochaine, tiens.